cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Tu viens d'où, Margot? Chalon. Le téléphone, je le prends aussi. Tu pourras le récupérer dans 10 jours. Comment ça, à quelle heure? Au réveil. Alcool, médoc, coke. Tous les jours. Margot, essaie de me dire ce qui se passe, là, dans ton ventre. Comment ça va? C'est une question à la con. Moi, il m'a fallu 3 semaines pour me sentir bien. Reste. Juste pour aujourd'hui, demain tu verras. Ici, c'est un jour à la fois. Tu dois surtout pas penser au lendemain. J'y arriverai pas. Moi, j'y arriverai pas sans toi. J'ai besoin de toi. Étrange. Le E, c'est un A et le J, c'est un G. Donc c'est mort. Pas mort, c'est même pas né. T'es con, toi. J'avais fait Ne me libérez pas, je m'en charge, qui est donc un documentaire sur Michel Vaujour. Et il y avait le frère d'une amie à moi, qui était toxicomane, qui avait vu ce film et qui avait envie que je recueille, comme j'avais fait avec Michel, son témoignage, son parcours. Et on s'est rencontrés donc, un jour, comme ça, au cours d'une avant-première de Ne me libérez pas, je m'en charge. Et en fait, le personne donc, à qui est dédié notamment le film s'est suicidé 15 jours après. Et est née progressivement donc l'envie de faire un sujet, mais qui serait plus une fiction autour de ça. Sauf que, à part des livres comme ça, de témoignages qui étaient très bien, mais bon, qui n'étaient pas suffisants, n'ayant pas moi l'expérience en fait de la toxicomanie, j'ai commencé en fait à aller, grâce à un ami, dans des groupes de narcotiques anonymes où je participais aux réunions et où j'ai commencé à recueillir comme ça des notes, des témoignages, et puis à parler aux gens qui étaient autour de moi en leur disant voilà, j'aimerais faire un film sur ce sujet-là, à leur proposer de faire des entretiens individuels enregistrés que je décryptais ensuite. Et à partir de là, donc, j'ai rencontré je ne sais plus combien de personnes, combien d'entretiens j'ai fait. Et j'avais donc un matériau qui était quand même assez conséquent. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Régis, puisque j'avais fait un entretien avec un de ses patients qu'il avait eu. Et avec Régis, on a commencé donc à se voir une première fois, une deuxième, et puis en fait, on a continué de se voir. Régis me proposait de m'accompagner sur ce projet. Et il m'a proposé, puisqu'il avait été à l'initiative du centre de la communauté thérapeutique d'Aubervilliers, de venir en immersion dans cette communauté. Donc j'ai continué tout ce travail de documentariste en fait, en recueillant des témoignages, en participant le matin, le soir, les groupes de thérapie, les repas, tous les rituels en fait qu'on voit dans le film. J'ai amassé tout ça, j'ai secoué tout ça, et avec Julie, que j'avais déjà choisie comme comédienne, et à qui j'avais proposé à la fois le rôle principal, d'écrire ce rôle-là avec elle. On a commencé à construire en fait voilà, une histoire, un traitement. J'ai jamais écrit vraiment de scénario. C'était un traitement qui était parfois très précis, parfois qui laissait plus libre en fait à l'improvisation. Et le projet voilà, s'est construit comme ça vraiment au fur et à mesure en fait. J'ai rencontré Fabienne, on devait se voir un peu, on s'est vu beaucoup, et on devait se voir pas longtemps, on s'est vu longtemps, et j'avais envie qu'on parle. Je trouvais que l'idée de Fabienne était très intéressante parce que le fond de la chose, c'était pas tellement la toxicomanie, mais c'était plutôt ces êtres cabossés qui arrivaient à s'en sortir en s'entraidant, en se confrontant, en étant en vérité entre eux, et aussi, au fond des choses, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce projet, c'est que on pouvait enfin communiquer sur le fait que l'addiction n'est qu'un le symptôme d'une fêlure, d'une blessure, d'une jeunesse abîmée. Et voilà, c'était plus, comme je le dis souvent, une façon pour moi de militer, d'apporter cette parole-là qui est peu entendue dans les paysages de la médecine et de la dictologie en France.
l'idée, c'était de prendre déjà des comédiens, à part Bruno, et peut-être un peu Johan, qui est connu, mais de prendre des comédiens pas très connus, de manière à ce que chacun puisse s'identifier. Enfin, j'avais pas envie de jouer sur un espèce de star system. Des vrais gens, donc avec des profils différents, qui ressemblaient aussi aux gens que j'avais pu rencontrer. Moi, j'avais en tête déjà Julie. Ça, c'était je dirais vraiment ma pierre angulaire, ma collaboratrice. Et je voulais travailler aussi avec une autre comédienne qui joue le rôle d'Irina, celle qui va rechuter. Qui sont 2 comédiennes, donc voilà, que je trouve extraordinaires, que je connaissais, que j'avais vu au théâtre. Et à partir de là, avec mon assistante, Julie et moi, on a été chercher des comédiens qu'on connaissait, avec qui on avait envie de travailler, qui n'étaient pas connus, des comédiens de théâtre, beaucoup de gens du conservatoire. Et on a constitué en fait un groupe comme ça en fonction des personnages. Et les comédiens, non, ils sont tous professionnels. Sauf moi. Sauf toi, voilà. Sauf Régis, qui lui m'a dit, je veux bien partir avec toi, mais il faut que tu me laisses la liberté d'improviser, de jouer ce que je sens. Et voilà, donc parole à toi, Régis. C'est vrai que tu réagissais. Oui, j'avais dit, le jour où Fabienne, au bout d'1 an et demi, Fabienne m'a dit, tu sais, je vois pas qui d'autre que toi pourrait jouer ce rôle, et je trouvais que j'y pensais, mais je n'en parlais pas. Et j'ai dit à Fabienne, moi je suis d'accord, ça me fait un peu peur parce que je ne suis pas comédien. La seule condition, c'est que tu ne me donnes pas une seule réplique à apprendre par cœur et que tu me laisses jouer à être moi-même finalement. C'est ça que j'ai fait en fait, jouer, être moi-même, c'est-à-dire même pas jouer, mais essayer d'être le plus possible moi-même. Et ce qui faisait en fait les séquences de groupe, parce que j'avais une grande expérience moi, de la conduite de groupe, et j'arrivais à animer ces groupes, et les comédiens m'ont énormément aidé parce qu'ils jouaient tellement, ils étaient tellement par moments je me disais mais où je suis, j'avais l'impression d'être dans un groupe alors qu'il y avait la caméra. Le casting, je l'ai fait aussi en fonction de ce que je ressentais, de la capacité du comédien à vivre en communauté pendant 5 semaines, puisque on a vécu 5 semaines ensemble dans ce lieu à Ruetz, qui est dans l'Est, donc vraiment isolé de tout, moins 7 degrés. Donc il fallait que les 23 comédiens et les 9 personnes de l'équipe, on s'entende bien, quoi, et qu'on supporte le froid, qu'on supporte la chaudière qui tombe en panne, plus d'électricité parce qu'il y a une tempête. Je veux dire, on avait cette adversité autour de nous. Et il y a des comédiens, par exemple, qui sont venus passer des essais que j'ai trouvé intéressants, vraiment d'excellents comédiens, mais j'ai tout de suite senti que c'était des gens trop cinéma, entre guillemets, et que je pouvais pas leur offrir la chambre 5 étoiles et les défraiements et tout ce qu'ils demandaient. Donc tout ça, j'ai évacué de manière intuitive. J'ai gardé ceux avec qui je me sentais bien. Ce qu'on a fait en fait ensuite avec Julie, c'est qu'on a décidé de mettre en place une résidence qui a duré 1 semaine, où là, en fait, l'objectif, c'était pour moi de communiquer tout ce que j'avais appris dans les groupes narcotiques anonymes et dans la communauté, notamment tout le langage, et de les entraîner notamment à qu'est-ce qu'un groupe de travail, qu'est-ce que confronter quelqu'un, qu'est-ce qu'identifier quelqu'un. Je leur avais demandé aussi, pour pouvoir constituer le groupe, d'écrire une chanson. De là est née donc la chanson qu'ils écrivent, puisque beaucoup de comédiens sont musiciens en même temps. On a par exemple celui qui joue le rôle de Raja, qui s'en va en fait, c'est le chanteur de La rue Quétano, voilà, donc, qui est aussi comédien, mais c'est la première fois qu'il faisait du cinéma, et tous avaient, soit savaient chanter, soit savaient, voilà. Et ça c'était génial, c'était une ambiance vraiment super, parce que tous les soirs évidemment on faisait la fête après le tournage, et moi je passais mon temps à les observer. Il y avait plusieurs situations. Je vais prendre la plus simple, c'était par exemple les séquences avec la dernière séquence avec les parents, ou les séquences avec Bruno Lochet dans l'atelier. Bruno voulait pas improviser, donc j'ai écrit vraiment mot à mot. On est dans un tournage classique de séquences. Il y a à l'inverse, par exemple, le match de foot. Quand on leur supprime, je leur ai dit voilà, sur mon traitement il y a marqué match de foot. Chacun sait ce qu'il a à jouer, c'est-à-dire que il y a celle qui est pas contente parce qu'on lui a sucré son match. Il y a Irina qui est en rechute, etc. Donc voilà, chacun sait où il en est dans son parcours. Et là, je leur dis allez-y,
proposez-moi des choses. Donc là, on est en total impro. De la même manière, quand elles s'engueulent les deux sur le match de foot, il n'y a rien d'écrit. Elles connaissent l'objet du conflit, donc on est vraiment sur une pure impro. Par contre, ce qui se passe au départ avant avec Léo et Margot, quand elles craquent et qu'elles cassent le verre, ça c'est écrit. C'est-à-dire qu'il y avait des moments en fait qui mélangeaient un peu d'impro, un peu de phrases, et où le comédien pouvait en même temps broder s'il le sentait. Et puis il y avait une situation qui était encore un peu différente, qui est une troisième situation, qui sont les groupes, où là, le groupe, chacun savait ce qu'il avait à dire, sauf Régis, mais ce n'était pas des dialogues, c'est-à-dire que j'avais décrypté les entretiens, mot par mot, vraiment, et je donnais ça au comédien, en lui disant, voilà ce que tu vas dire, et en même temps, à l'intérieur de ça, tu peux changer des mots, tu peux... voilà, mais tu dois rester quand même dans ce cadre-là. Par contre, les autres pouvaient à tout moment soit confronter, soit dire quelque chose, et ça, c'était de l'impro. Je cite souvent Saint-Exupéry, qui dans Le Petit Prince, à un moment, le Petit Prince rencontre un homme qui est un peu affalé devant une table et qui boit, et qui boit, et qui boit, et à un moment, assez ingénument, il va vers lui et il lui dit « Mais pourquoi tu bois ?» Et il lui dit « Je bois parce que j'ai honte. » Et le Petit Prince lui dit « Mais de quoi tu as honte ?» Et il dit « J'ai honte parce que je bois. » Et le Petit Prince s'en alla dépité, je crois que c'est ça. En fait, c'est des gens qui sont enfermés dans la honte et la culpabilité de toutes les actions qu'ils ont commises, la violence, le vol de la morphine de la grand-mère, le vol des reventes des bijoux de la mère, les coups sur la femme, enfin, c'est tout un tas de choses qui s'accumulent, et plus ça s'accumule, plus ils consomment. Et donc, le fait de mettre provisoirement un terme à tout ça, à les mettre dans ce lieu où il y a de la bienveillance, où il y a de l'amitié, où il y a du soin, et de leur permettre de parler de ça, parce que si ça reste enfermé à l'intérieur, c'est totalement toxique et ça les renvoie immanquablement à reconsommer. Donc il faut qu'ils aient le courage, et c'est pour ça qu'on est c'est assez coercitif comme modèle thérapeutique. Il y a beaucoup de thérapeutes qui vous diront « mais c'est des sauvages, ces gens-là, ils les obligent à parler ». Non, on ne les oblige pas, mais on pousse. Et la grande force, c'est qu'ils s'identifient, ils ont à peu près tous... vous voyez, quand un donne un exemple, nous on va chercher l'autre parce qu'on sent que dans le non-verbal, ça l'agite. On lui dit « qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Il dit « moi, ça me fait penser à moi quand j'ai fait ça ». Et donc, cette libération est forcément curative. Margot ne cache pas, en fait, c'est parce qu'à un moment donné, pour elle, c'est quelque chose qu'elle a vécu, qu'elle a parfois enfoui. Et puis je pense qu'elle ne pense pas forcément que ça a un lien. C'est-à-dire que ce qu'elle a vécu avec son frère, elle le dit, c'est ambigu, c'est compliqué, j'étais petite, je ne savais pas si c'était bien, pas bien. Je pense qu'elle prend progressivement conscience des dégâts que ça a fait en écoutant juste son collègue qui lui a vécu une chose en tout cas aussi violente, quoi. Quand on écoute en fait son récit, on se rend compte qu'elle a quand même vachement protégé les siens et que là je pense qu'à la fin du film, elle a choisi sa famille, elle sait vers où elle doit aller pour elle, pour qu'elle se fasse du bien. Et elle ne sera pas forcément ni en protection de ses parents ou de sa sœur. Quelque part, elle va enfin penser à elle, mais dans un sens pas égocentrique, mais pour se reconstruire. Donc, aussi violente que soit le résultat, pour moi, en tout cas, ça la libère et elle choisit son camp. Ce film-là, par exemple, on est tous... moi, je l'ai fait grâce au groupe. C'est pour ça que je tiens à pas être juste seule à balader, à présenter le film, mais avec les gens qui ont envie de m'accompagner, Régis, Julie, et puis peut-être d'autres comédiens, parce que ça a vraiment été un travail de groupe. Donc si l'indépendance c'est dans ce sens-là, alors non, je pense qu'on crée dans la dépendance, mais dans une dépendance saine de chacun, on se nourrit et on se donne des choses, quoi. Mais indépendamment de ça, sur l'état du cinéma, je crois que ce film-là n'existe pas. C'est-à-dire que si j'avais voulu le financer,
j'avais voulu être dans un processus de financement classique, je n'aurais pas obtenu de financement. Je le sais parce que je voulais partir au départ avec une telle liberté. Je voulais pas écrire un scénario. Je voulais travailler avec les comédiens. Je voulais qu'on soit en permanence dans une remise en question des séquences. Tout est prévu et en même temps, tout est possible. Donc le seul moyen pour nous, en tout cas, de faire ce film de manière la plus libre et la plus authentique, c'était de partir avec des gens sans financement et de partir avec des gens. La carte bleue quand même du producteur qui a dit ok, bah moi j'y vais, je finance avec l'argent, mais avec peu d'argent. Donc ça veut dire forcément que les 23 comédiens et les 9 techniciens qui sont là, on part tous payés pareil. Donc il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a rien. On a tous le même tarif jour et puis on y va. Et on se dit on y va dans une aventure collective. Si le film est raté, ben tant pis. Et puis si le film a réussi, ben super. Et puis je crois qu'on est tous contents de l'aventure. Ne serait-ce que de ce qu'on a vécu sur ces 5 semaines, déjà ça pour moi ça m'a nourri, ça a transformé ma manière de travailler. Je me suis jamais senti aussi libre que sur le tournage du film de Fabienne, où à partir du moment où ces règles avaient été admises par tous, c'est-à-dire on va tous vivre au même endroit, on va tous gagner la même somme, il y aura parfois des moments où on dépassera, tout le monde était d'accord là-dessus et on avait une liberté totale de créer. Et je pense que c'est ce qui a permis ce degré de créativité. C'est-à-dire, c'était un film très expérimental, il n'y avait pas vraiment de scénario, il y avait quand même une grande liberté d'improvisation, et aussi, il faut quand même le souligner, un producteur très généreux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup, c'était ses deniers à lui, mais au moindre problème, il était là pour... Il faut réparer la chaudière, on va faire doubler l'ester de bois parce qu'ils consomment beaucoup de bois dans les cheminées à leur temps de loisirs. À un moment, il y a eu des problèmes d'électricité. Immédiatement, il a fait venir un groupe, il a mis un groupe électrogène en stand-by. C'est-à-dire que tout pouvait nous arriver. Il était très rassurant, en fait. C'est un peu le papa, pas absent parce qu'on savait qu'il était toujours là. Il venait de temps en temps, mais il était la plupart du temps à Paris. Et l'indépendance, c'est à ce prix-là, c'est-à-dire indépendant et sachant qu'il y avait quelqu'un derrière qui était là pour nous permettre cette indépendance. Faut que je fasse attention, je vais devenir dépendante.